Bonsoir mesdames et messieurs, et merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Et pour une bonne part d'entre vous, merci de vous être coltiné les 3 étages pour participer à l'ensemble du petit événement que nous avons organisé. Je dis bien l'événement parce que vous avez un titre de conférence qui vous est annoncé, Jean-Louis l'abstrationnisme abstrait, que va nous présenter Aurélie dans un moment. Mais en fait, ça s'inscrit dans un moment plus important, puisqu'il y a en même temps l'inauguration d'une plaque à la mémoire de Jean et Marguerite Couy, qui ont été professeurs de dessin ici dans l'établissement. En ce qui concerne Jean Couy, il a été nommé entre 1935 et 1945, et ensuite au lycée Lacanal à Sceaux. Dans des circonstances, ce qui est de la période rennaise, qui n'ont pas été très favorables à la diffusion de son œuvre, puisque son atelier a été complètement dévasté par les bombardements de 1944. Ce qui explique en fait que Jean Couy ne soit pas très connu, ni des Rennais, ni plus loin, mais Aurélie va remédier à ces lacunes que nous avons tous. Toute cette opération, en fait, est le résultat d'une collaboration étroite entre les amis de Jean Couy, dont M. Dubreuil est le président, enfin l'association des amis de Jean Couy, dont M. Dubreuil est le président, et Amélie Corp. Nous avions été sollicités par l'association des amis de Jean Couy, qui avait l'intention de faire don d'une œuvre du peintre à l'établissement. Monsieur Desmar s'est joint au wagon et en fait c'est lui qui a géré après le côté administratif de la chose. Je suis donc très heureuse de vous présenter Aurélie Guénolé, qui va nous expliquer pourquoi Jean Couy peut être disons classé dans la catégorie l'impressionnisme abstrait, à une époque où on parle plutôt d'abstraction géométrique ou d'abstraction lyrique. Mais je lui laisse le soin de vous expliquer toutes les différences et tout le bien qu'il faut penser de l'œuvre de Jean Couy. Donc, bonjour à tous, et puis tout d'abord merci à l'association Amélie Corp, au lycée Émile Zola pour leur accueil, et à l'association des amis de Jean Couy pour leur beau travail de rayonnement de l'œuvre de cet artiste. Alors voilà, je suis Aurélie Guénolé, historienne de l'art et diplômée de l'université de Rennes 2, et spécialisée dans la production peinte de cet artiste. Ensemble, sur cette petite heure de conférence, qui sera suivie d'un temps d'échange, on va s'intéresser à l'œuvre de Jean Couy, à son œuvre peinte. Donc, Jean Couy est né en 1910, il est mort en 1983. Et on va s'intéresser aussi à la réception critique de son travail, dans un contexte d'après-guerre, ce que Bernadette vous expliquait. Ce contexte d'après-guerre est fait de révolutions, bien sûr, culturelles, de révolutions artistiques et de révolutions sociétales. Alors, il faut que vous sachiez que l'œuvre de Jean Couy est assez conséquente, en compte environ 800 gravures, donc autant sur bois, linoléum ou aquatinte, autant d'œuvres sur papier, des carnets de croquis, des gouaches ou des aquarelles, et autant d'huile au format varié. Alors c'est vous dire la difficulté de synthétiser en 1 heure le travail de Jean Couy. Alors rassurez-vous, on va y arriver. Alors on retrouve dans son œuvre un même répertoire iconographique, vous verrez, l'apparition de flacons, de compotiers, de trains, de rideaux. Donc on retrouve ce même répertoire tout au long de son œuvre, ainsi qu'un fort attachement au paysage. De nombreux critiques d'art en ont prestigieux, je pense à Georges Boudaille, François Pluchart, Jean-Jacques Lévesque ou Jacques Lénard, le suivent dès le début de sa carrière et saluent tant la qualité de ses réalisations que la personnalité de cet artiste libre, indépendant de tout courant et surtout indépendant du marché de l'art. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui encore on a un petit peu du mal à catégoriser Jean Couy, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, je pense, tout artiste. Alors s'il fallait retenir un terme pour qualifier l'art de Jean Couy, ce serait celui de l'impressionnisme abstrait. C'est un mot qui représente assez bien l'état d'esprit de ses œuvres, notamment autour des années 60 jusqu'à 80. Les œuvres de cette période s'inscrivent dans une même volonté de recherche sur la lumière,
les harmonies, les rythmes de couleurs, qui sont caractéristiques de ce nouveau registre d'expression artistique, dont l'appellation ne s'est pas maintenue dans le temps. Alors ce mot-là, il n'apparaît pas comme ça, par hasard. En fait, on retrouve chez de nombreux critiques entre les années 50 et 60 qui vont utiliser ce terme pour qualifier cette nouvelle forme d'expression. On est à la frontière de la non-figuration. Il y a toujours un ancrage très profond sur le paysage. On voit que la critique s'emballe à cette période-là, et aujourd'hui, en 2022, le nom a quasiment disparu. Alors les œuvres de cette période, on verra ça de manière plus approfondie. Mais pour qualifier l'impressionnisme abstrait, il faut que vous ayez en tête qu'il ne s'agit pas d'un courant artistique ou d'un mouvement à proprement parler. C'est plus une attitude face au paysage qui consisterait, d'après Henri Guelcard, qui est critique d'art, en une transposition poétique de la vision d'un paysage à partir de sensations réelles, conduisant bien souvent de la non-figuration. Apparue vraisemblablement dans le courant des années 30, cette attitude face au paysage concerne autant la peinture que la sculpture. Bissière, Bazaine ou Paul Klee en sont les aînés, et leur enseignement va être rapidement intégré par la jeune génération de l'École de Paris, telle que Jean Couy. Alors il faut que vous compreniez dans ce terme-là, École de Paris, non pas le nom d'un mouvement non plus. Ce n'est pas un mouvement artistique, mais c'est plutôt une appellation qui va permettre de caractériser des artistes qui sont venus d'horizons différents, de pays différents, et qui évoluent à Paris autour des quartiers Montmartre et Montparnasse. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, n'oubliez pas que nous sommes à une époque charnière de l'histoire de l'art, qui va se voir révolutionner dans l'après-45, avec l'arrivée d'un art de plus en plus conceptuel. C'est aussi l'époque où New York va voler la vedette à Paris en tant que capitale mondiale de l'art. Et à cette période-là, on va volontiers opposer les anciens, plutôt les artistes de tradition française, plutôt tournés vers la contemplation, aux modernes, ou plutôt l'art désacralisé, où le concept domine. L'artiste n'est plus l'artisan de son art. Alors si la thématique vous intéresse, je vous invite à lire les écrits de Walter Benjamin, qui est un philosophe, et qui va qualifier cette période en parlant de perte de l'aura de l'œuvre d'art, liée à l'invention de nouveaux procédés de reproduction technique. Pour faire simple, avec l'appareil photo, est-il toujours nécessaire de peindre la nature? Avec l'invention de l'appareil photo, est-il toujours nécessaire de réaliser des portraits? C'est un peu la question qui va se poser pour faire simple. Donc au cours de cette heure, nous allons donc nous poser la question de la place de Jean Couy et son œuvre au sein de ce contexte où l'on oppose ses anciens et ses modernes. Alors dans un premier temps, nous nous pencherons sur les œuvres du début, la période qui va des années 30 à 60, la période qui inclut notamment l'escapade rennaise, ce qui nous permettra de mieux cerner les œuvres dites impressionnistes abstraites de la fin des années 60 à 80, pour enfin aborder la dernière période de son art, que l'on pourrait qualifier de surréalisme abstrait, s'il fallait trouver un mot. Alors commençons par le commencement, avec cette photo de Jean et Marguerite Couy à l'intérieur de leur maison, de leur appartement à Rennes. Alors la carrière de Jean Couy va démarrer officiellement en 1930, quand il va exposer 2 paysages au Salon des Indépendants. Il a fait ses études à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, puis il va rentrer aux Beaux-Arts dans l'atelier de gravure. C'est d'ailleurs aux Beaux-Arts qu'il va rencontrer sa future épouse, Marguerite Bayon. Il pratique la peinture en autodidacte, considérant le genre beaucoup trop important pour qu'il ne s'apprenne à l'école. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête chez lui. Un de ses mantras, d'ailleurs, va être qu'il est nécessaire d'apprendre la technique pour ensuite l'oublier et s'émanciper de celle-ci. À 25 ans, il obtient le diplôme de professorat et déménage avec Marguerite vers Rennes pour enseigner le dessin aux élèves du lycée Chateaubriand, actuellement au lycée Émile Zola. Il y restera 10 ans avant de partir à Sceaux pour enseigner au lycée Lacanal. Alors, il exercera ce métier d'enseignant jusqu'en 1971, date de sa retraite, où la production de l'artiste se fait automatiquement plus prolifique. Alors, le choix d'exercer ce métier en parallèle de sa carrière d'artiste n'est pas anodin. Jean Couy aurait pu facilement vivre de son art. Il a participé à de nombreuses expositions, qu'elles soient personnelles ou collectives. Alors, ce choix va lui permettre de rester le plus libre possible et surtout le plus indépendant vis-à-vis des contraintes imposées par les galeries et les contraintes du marché de l'art. Alors, il y a une anecdote qui illustre bien ce choix de la liberté que fait Jean Couy. C'est une anecdote qui concerne donc, cette série des multiples. Donc là, il s'agit d'une gravure, bien sûr. C'est un paysage multiple qui date de 1977. Donc Jean Couy trouve un procédé intéressant. Il va plutôt jouer sur la couleur. Vous voyez, c'est un procédé qui consiste à imprimer plusieurs séries d'un même paysage et à jouer vraiment sur
sur ces sortes de petits filtres qui sont imposés. Alors l'anecdote que je veux vous raconter, c'est celle du galeriste new-yorkais qui tombe sur les multiples et qui dit « ça y est, alors là on tient un concept assez intéressant, il propose à Jean Couy qu'il lui en fasse une centaine. » Bon, ça doit être assez flatteur quand on est artiste. Vous imaginez la réponse de Jean Couy, ça a été automatiquement non. Alors l'histoire me dit qu'il est rentré voir sa femme en lui demandant « ça ne te dérange pas qu'on reste pauvre ?» Voilà. Et ça, c'est quand même une histoire qui montre déjà la personnalité de cet homme. Alors le galeriste, lui, il avait bien compris qu'il pouvait vendre et faire de l'argent sur cette formule de multiples. Mais Jean Couy n'est pas du genre à s'enfermer dans une routine artistique. Alors on voit d'ailleurs cette série qui date de 77, il y en a probablement plus, j'ai dû en voir au cours de mes recherches 5 ou 6. Il fait le tour d'un procédé, il passe à autre chose. D'ailleurs, c'est ce qu'il reprochait aux peintres de son époque. Jean Couy, c'était bien ce système qui fait que lorsqu'une œuvre se vend bien, les galeristes demandent à ces artistes d'en faire par centaines, et c'est à ce moment-là que l'art se transforme en industrie. On le voit avec la musique, on pourrait faire le parallèle avec de nombreux artistes. Alors ce qui est remarquable chez Jean Couy, ce que je vous disais, c'est quand il a découvert une chose et qu'il en a fait le tour, il passe à autre chose. Ce sera le cas d'ailleurs avec ses tôles émaillées. Alors là on est en 77, je ne me trompe pas, faut le faire, excusez-moi, 58. Ouais. Alors j'aime pas mettre des lunettes et ça me fait une frontière entre vous et moi, je pense que j'en ai un peu besoin quand même. Alors voilà, Jean Couy n'est pas un répétiteur, et d'ailleurs on voit bien que dans sa production gravée, c'est toujours des tirages, c'est jamais des nombreux tirages. Donc vendre ne l'intéresse pas, parce que son travail de professeur, tout comme celui de Marguerite, lui permet de vivre une vie heureuse. Alors cette expérience avec les tôles émaillées en dit long aussi, donc 58. Cette tôle émaillée connut un vif succès. Alors déjà le procédé est assez intéressant parce qu'il s'agit de tôles inaltérables qui sont gravées directement dans l'émail frais avant une cuisson à 800 degrés. C'est un nouveau procédé qui allie art décoratif et architecture et qui lui permet de travailler un motif qui lui est propre. Là, c'est le motif d'arabesque végétale, très stylisé. Alors là, c'est une pièce en noir et blanc. J'ai pu voir des pièces assez magnifiques où il va utiliser de la couleur très pure, du rouge et du bleu qui viennent vraiment rythmer les compositions. Donc l'expérience qui est réalisée ici avec ces tôles émaillées est unique. C'est une toute petite période. Jean Couy n'a jamais souhaité la renouveler, probablement de peur de s'en faire un oreiller confortable. Alors bon, il y a une autre explication aussi, c'est que le matériel spécifique pour élaborer de telles réalisations entraîne des difficultés quand même de mise en œuvre. Alors s'il en vient à faire cette tôle émaillée, c'est grâce à la rencontre avec le couple Deville, une rencontre qui a dû se passer aux alentours de Rennes. Alors les Deville à cette époque sont propriétaires de cuisinières qui ont fait la réputation. Et les Deville proposent à Jean Couy d'utiliser la fonderie de l'atelier de l'usine de Charleville-Mézières. Donc comme je vous le disais, il aurait pu rester sur cette technique. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on aurait évoqué Jean Couy, ou tout le monde oui, Jean Couy, bien sûr, je connais. Voilà. Mais revenons-en aux années rennaises, peut-être qui nous intéressent plus. Alors le couple va s'installer place de Bretagne, numéro 3, dans un immeuble de petits appartements qu'ils partagent avec 3 autres couples sans enfants. Jean et Marguerite consacrent beaucoup de temps à leur art, et dès qu'ils en ont l'occasion, ils partent pour de longues promenades en tandem jusqu'à la forêt de Buffret. Alors parfois, ils partent beaucoup plus loin. On les retrouve dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un road trip, où ils vont faire à Rennes jusque dans l'Allier pour rejoindre la maison familiale de Marguerite en tandem. Donc je pense que, l'affinité avec le paysage vient probablement aussi de là. Vous imaginez faire d'Ille-et-Vilaine à l'Allier en vélo. Aujourd'hui, on a un peu du mal à concevoir ça, mais voilà, il s'en passe le paysage. Alors cette maison de l'Allier à Saint-Léon aura une grande importance pour le couple. Ce sera d'une grande influence dans l'évolution de son art. L'artiste y installera d'ailleurs un deuxième atelier, l'atelier de peinture, mais aussi une presse pour graver. Ce sera aussi le territoire d'expérimentation, notamment via son jardin. On imagine bien, le jardin, c'est à la fois la nature à l'état sauvage, les buissons et rosiers, mais aussi l'humain qui intervient, l'artifice qui est produit par des alliés, l'ajout de pergolas, et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera tout au long de son œuvre. Donc à Rennes, on va retrouver Jean Couy à Zola. On le retrouve aussi aux Beaux-Arts, où il va enseigner la perspective. Il sera également professeur de modélisme à Saint-Jacques-de-la-Lande. Quelqu'un d'assez actif. Durant la guerre, il refusera d'exposer, comme d'autres. Il refusera d'exposer surtout à toute manifestation artistique officielle. Il sera mobilisé dans les chars en Lorraine. Donc, comme le disait Bernadette de cette période rennaise, il ne reste malheureusement que très peu de pièces, du fait du bombardement d'un pont, qu'entraîne un incendie qui détruit son fond.
démarrer l'étude de son œuvre par cette première pièce qui me paraît bien collée au contexte de cette intervention, donc intitulée Les lycéens et datant de 1943. Je pense que vous l'avez peut-être même en poche, hein, c'est le visuel du carton d'invitation. Donc la toile nous présente ici deux personnages, traités de manière très stylisée, à l'allure filigrane, et qui évoluent dans un espace dénué de perspective. Vous remarquerez que ces personnages n'ont pas de visage. Peut-être s'agit-il de la façon d'incarner le spectre du souvenir. La toile est savamment orchestrée, et le sujet semble ici un prétexte à développer une gamme chromatique héritée du paysage. C'est le cas notamment avec ce verre véronèse. Alors, bon, bien sûr, ici, il s'agit d'une reproduction, c'est toujours un peu compliqué de reproduire une œuvre d'art, surtout au projecteur. Donc ce verre véronèse, c'est le verre que vous avez retrouvé plutôt dans les œuvres des impressionnistes du XIXe siècle. Donc, deux rayons de couleurs viennent ajouter du dynamisme à la composition, le rouge des chaussettes et le noir du short du second personnage. À l'arrière-plan, on imagine la vue d'un paysage qui est réduit à quelques formes et couleurs, mis en avant par un faisceau de lumière dorée entourant les deux personnages. Alors Jean-Louis nous présente ici un temps de l'attente où tout paraît en suspens. Maintenant, on peut se demander si ces lycéens attendent de pouvoir aller en cours ou de s'en échapper. Alors, ce qui me renvoie aussi à l'enfance de Jean-Louis, hein, parce qu'au même âge que ces deux lycéens, Jean-Louis arrête le lycée et va devenir commis épicier. Les parents de Jean-Louis avaient une épicerie à Chatou. Donc le travail du commis, ça va être de faire des livraisons sur son triporteur. Donc il y avait probablement aussi une notion un peu d'évasion à cette époque-là. La figuration ne fera qu'une brève apparition dans l'œuvre de l'artiste. Les personnages sont toujours traités de manière très stylisée, comme ici avec ces trois veuves. On est en 1943. On sent que dès le début de sa production peinte, le sujet du tableau n'est qu'un prétexte à jouer sur les harmonies et les contrastes. Dans l'harmonie de ces trois figures fantomatiques, traitées avec beaucoup d'humour. Cette pièce a été exposée à la Galerie du Breil, Galerie Beaux-Arts à Rennes pendant son passage. Et quand on épluche un peu les artistes de l'Ouest éclair, donc actuellement Ouest France, les critiques pointent toujours du doigt cet humour qu'on retrouve dans l'œuvre de Jean-Louis. Alors moi, l'humour, je le perçois notamment avec le traitement des pieds de ces trois veuves qui font penser un peu très anguleux, qui font penser un peu à des corneilles. Quand je suis face aux trois veuves, j'entends des croissements. Parce que voilà. On retrouve donc l'harmonie de ces trois figures, on retrouve aussi l'harmonie entre le pot de géranium tenu par le personnage à gauche et le bouquet qui est tenu à droite. On voit que la toile est toujours parfaitement orchestrée. Jean-Louis, c'est quelqu'un qui était vraiment du côté de la technique. On a le contraste qui apparaît avec le blanc des chapeaux et les éclats de couleurs pures à l'arrière, toujours ce rouge et ce jaune très intense. On pourrait peut-être imaginer des feux follets, pourquoi pas. On voit bien que les géraniums, c'est plutôt une plante de cimetière. Alors, les productions de cette période rennaise et des premières années parisiennes sont très instructives quant au cheminement de l'artiste. On y retrouve tout le potentiel de sa production à venir. Le sujet n'est qu'un prétexte, qu'il s'agisse de la nature, de personnages ou d'objets. Ils évoluent dans un décor où la perspective est absente, et ce décor lui-même évolue de manière autonome, ce qui confère à ces œuvres un climat intemporel. Tout va bien ? Alors voilà, pour illustrer cette deuxième partie, j'ai récupéré des photos que j'ai prises dans le cadre de mon mémoire en 2007 de l'atelier. Donc là, c'est une photo qui a été prise dans l'atelier de Jean-Louis à Saint-Léon. On reviendra dessus. Alors nous passons aux années 50. Je suis désolée, je vous ai fait une conférence chronologique. Donc ça va permettre de bien comprendre quand même. Donc les années 50 vont marquer pour Jean-Louis et pour le couple Couy le retour à Paris. Et ils installent leur atelier dans la rue Campagne Première, en plein cœur du quartier Montparnasse. C'était une volonté de revenir sur Paris. Je pense que Jean et Marguerite se sont plus à Rennes, mais on voit que Paris leur manquait, le dynamisme peut-être de la ville. Alors Jean-Louis va exposer régulièrement dans des galeries, des expositions collectives, et va développer un répertoire iconographique qui le suivra tout au long de sa carrière. Le motif des flacons, notamment, est présent tout au long de l'œuvre de Jean-Louis, comme ici avec cette nature morte à la nappe rouge de 1951, où l'artiste nous présente une toile traitée de manière cubiste, ou post-cubiste dira-t-on, sur laquelle est posée une série de flacons et de carafes. On y retrouve, comme dans les œuvres précédentes, ces jeux d'harmonie et de contraste, qui étaient déjà présents dans la période rennaise. Alors le motif du flacon est cher à l'artiste et renvoie aux souvenirs de son enfance.
Il faut savoir qu'à l'âge de 8 ans, Jean Couy est atteint d'une maladie. Elle va être obligée de rester alitée pendant de nombreux mois. Les seules distractions qu'il aura à cette époque seront la lecture ou le spectacle des lanternes magiques qu'il collectionne de cette époque. Alors, le motif des flacons est associé aussi à cette maladie, parce que c'est avec ces flacons, sa mère lui apportait forcément les onguents, les médicaments, dans ces flacons. Alors, il y a une autre pièce qui renvoie à ce souvenir de l'enfance, qui est dénommé 14 juillet et pharmacie. Je mets mes lunettes, je remettrai de mémoire. Donc 14 juillet pharmacie, alors là cette fois-ci c'est un dessin qui nous présente une vue d'intérieur, un guéridon sur lequel sont déposés plusieurs flacons, tous ces petits drapeaux caractéristiques du 14 juillet, pour être des drapeaux de fête foraine aussi. Et voilà cette vision depuis l'intérieur d'une fête qui se retrouve à l'extérieur. Donc, comme je vous le disais, le flacon renvoie à ce motif du flacon médicinal que lui apportait sa mère chaque soir, éclairé par la lanterne. Alors, revenons à la lanterne magique. Alors, vous voyez aussi que sur cette pièce-là, Jean Couy, on est vraiment sur un traitement, une vue très cubiste. La perspective est toujours très... il n'y a pas de perspective, en vrai. Tout est en aplat, il y a toujours ces éclats de lumière. On est sur le même répertoire chromatique que dans les œuvres précédentes. Alors, ces mois de maladie dont je vous parlais vont venir stimuler l'imagination de cet enfant alité, et on retrouve toute une série de motifs qui rappellent cette époque dans l'ensemble de l'œuvre de Jean Couy. Donc le drapeau, on va le retrouver, c'est le drapeau de la fête foraine, le petit théâtre d'Arlequin, soldats de plomb, les lanternes magiques. Chacun de ces objets, on les retrouve tant à Paris que dans l'Allier en collection. Donc, voilà d'autres photos, par exemple, prises dans l'atelier de Jean Couy. Donc là, on est dans la maison de Saint-Léon, vous voyez la collection de flacons, le petit train à l'arrière-plan, ces petits pantins, ce petit théâtre d'Arlequin, plutôt sur la vignette de droite, et vous remarquez qu'on a même une pièce de Jean Couy qui est accrochée dans la partie supérieure. Alors, nous voici dans la maison de Saint-Léon. Alors, c'est des photos que je tenais à vous montrer parce que vous verrez que dans le répertoire iconographique des œuvres de Jean Couy, on retrouve vraiment tous les éléments qui font partie de son quotidien. Donc, sur la photo de gauche, vous apercevez posée sur la cheminée une de ces fameuses lanternes magiques. Peut-être que certains ne connaissent pas le procédé. C'est un peu l'ancêtre du vidéoprojecteur, pour faire simple. L'idée, c'est donc, il y a des plaques de verre qui permettent de projeter des images du coup, sur le mur. C'est vraiment un système de projection. Donc sur cette pièce-là, sur cette photo, vous voyez le chandelier, les palmiers, qui sont très caractéristiques de son œuvre. À droite, ce petit théâtre-là, vous voyez cette petite structure en carton, qui renvoie aux images d'Épinal. Les images d'Épinal sont des images que collectionnaient les enfants. On est sur des cartons en 2 dimensions, et les enfants, avec un savant pliage, vont transformer quelque chose en 2D en 3 dimensions. Donc ça, c'est quelque chose qui interviendra quand même assez souvent. Alors ici, dans cette huile de 1952, intitulée Lanterne magique rouge, on retrouve ce motif de la lanterne magique, qui occupe d'ailleurs une place centrale dans la composition. À partir de celle-ci rayonnent, comme projetées, toutes sortes de petites scénettes, dont les sujets sont traités de manière très stylisée, et qui renvoient au motif de l'enfance. Vous voyez ce personnage blanc à gauche, qui paraît être fait d'un pliage, un petit peu comme en origami, encadré par ce rideau, qui évoque probablement l'image d'une scène. On peut imaginer une scène flanquée de coulisses. On a l'imaginaire du cirque aussi qui est ici présent, avec cette tête de cheval que vous voyez dans la partie droite de cette pièce, qui paraît sortir d'une sorte de bateau. Le théâtre d'Arlequin aussi va être bien présent, avec la partie basse, ces 4 personnages qui semblent en grande discussion. Quelques motifs géométriques viennent suggérer la présence d'arbres. Vous voyez des arbres traités en simples losanges. Alors le losange, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup également chez Jean Couy. Ils viennent ici incarner la présence d'arbres, où ils sont simplement là pour rythmer la composition. Prétexte à l'utilisation de couleurs beaucoup plus éclatantes. Alors chacun de ces motifs des losanges peuvent bien entendu faire penser aux losanges présents sur la tenue d'Arlequin, cher à l'artiste. Dernier motif que l'on retrouvera souvent dans les compositions de l'artiste, c'est ce M que vous voyez sur la tête du cheval, une sorte de motif graphique. Alors c'est peut-être simplement un motif géométrique, qui vient rythmer la toile, ou alors, moi j'aime à penser à ces subjectifs qu'il pourrait s'agir de l'évocation du M initial de Marguerite, qui fait bien sûr partie prenante de l'œuvre de Jean Couy. Alors les années 50 correspondent à un moment où Jean Couy va intensifier sa carrière de buriniste
ce qui se ressent ici par le travail du trait et de la ligne, lesquels viennent s'opposer au fond rouge, qui est plutôt traité de manière plutôt libre, voire quasi abstraite. Alors tout est ici présent dans cette pièce, le traitement très cloisonné de la toile, parfaitement orchestré, la présence de scénettes à l'intérieur de médaillons, comme projetés par la lanterne magique, les symboles du souvenir. La dualité entre ces deux techniques, qui sont la gravure et la peinture, qui apparaissent là entre le traitement de la ligne d'une part et le traitement de la couleur d'autre part. Alors, il faut savoir que le travail de graveur n'est pas le même que celui de peintre. Vous savez, quand vous gravez au burin, vous gravez sur une plaque de métal, aucune erreur n'est permise. Ça demande une concentration assez importante, parce que dès qu'il y a une erreur, il faut recommencer la matrice à zéro. Ce qui sera moins le cas avec la peinture. Donc on peut opposer aussi cette rigueur liée au trait, qui devrait s'opposer plutôt à l'autonomie de la couleur. Les années 50 correspondent aussi à une rencontre importante pour Jean Couy. C'est la rencontre avec Bissière, auquel Jean Couy voue une grande admiration. Alors, les deux hommes aiment à se fréquenter, et Jean Couy, comme d'autres artistes de l'époque, multipliera les séjours dans la maison du Lot de ce dernier. Ils partagent tous les deux une conception commune de l'art, à savoir rester fidèles à l'authenticité des grands maîtres. Jean Couy cite souvent Ingres ou Corot. Et donc rester fidèle à cette authenticité des grands maîtres pour atteindre une composition équilibrée, empreinte de sincérité, et surtout rester libre de toute étiquette. Bissière, comme Jean Couy, bénéficie d'une très grande reconnaissance dans le milieu de l'art, mais demeure quelque peu oublié du grand public. On peut, comme Jean Couy, le qualifier d'artiste qui aime à prendre son temps, et les deux hommes avaient en horreur le côté mondain qui était associé à leur profession. Alors Bissière est un artiste, mais également un pédagogue reconnu, au sein de la célèbre Académie Rançon, d'où sortira toute une génération de peintres nabis, qu'on connaît bien en Bretagne. Il forme aussi toute une génération d'artistes, Manessier, Jean Lemoine, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est lui qui va ouvrir la voie à la figuration. La figure humaine occupe dans un premier temps une place assez centrale dans les œuvres de Bissière, pour ensuite disparaître au profit d'un langage fait de signes et pictogrammes. Ce sera également le cas chez Jean Couy. Au cours de cette décennie, Bissière devient la figure emblématique de la seconde école de Paris, évoluant autour d'une abstraction dite lyrique, s'opposant à cette abstraction géométrique qui sera plus centrée autour du concept que du sentiment procuré par la vue d'une œuvre d'art. Alors, il faut bien comprendre que dans le contexte de la création de l'après-guerre à Paris, de nombreux débats ont lieu autour de cette notion d'abstraction. Il faut savoir qu'avant la guerre, en 1937, on va découvrir les peintres dits réalistes. Alors, vous connaissez peut-être Georges de la Tour. On a une très belle pièce au musée des Beaux-Arts de Rennes, je vous invite à y aller. Alors, Georges de la Tour et ses peintres réalistes sont découverts en 1937 par la France. Éclate la guerre. Au sortir de la guerre, on veut tout recommencer. C'est la modernité qui arrive. On va essayer de trouver une nouvelle forme d'expression. En 1946 seulement, les Français vont découvrir les œuvres de Kandinsky. Kandinsky est ici présent sur le visuel à droite. Alors vous voyez que cette pièce, Le Cavalier, date de 1911. Donc en 1947, il y a une exposition qui est organisée à la galerie de Rouen, qui va changer aussi la donne. À partir de là, la bataille entre les tenants d'un art inspiré de la nature, contemplatif, et ceux qui camperont sur une position de rejet total de cette même nature font rage. Alors de nombreux mouvements et courants se succèdent qui illustrent cette opposition entre une abstraction dite chaude, plus lyrique, moins imitative dans l'idée de représenter la figure, et les tenants d'une abstraction rebaptisée froide par ses détracteurs, plus tournée autour du concept que de la contemplation. Alors là, j'y vais de manière un peu grossière avec les deux visuels que je vous présente. C'est pas très caricatural, mais c'est assez éloquent. Vous avez à gauche le carré blanc sur fond blanc de Malevich. Vous voyez que là, on est vraiment du côté du concept, plus que du sensible. Et à droite, le cavalier de Kandinsky. On parle d'abstraction lyrique. D'ailleurs, le lyrisme, c'est un terme qui est très musical. Vous voyez que la Kandinsky, en plus, nous présente cette scène. On dirait presque une gamme, une portée de mesure. Alors l'idée de l'abstraction lyrique, c'est plutôt de favoriser le geste libre, spontané, alors que l'abstraction géométrique, on sera plutôt dans un caractère quasi obsessionnel du motif pour les peintres. Donc cette querelle est bien présente au Salon des Réalités Nouvelles, où Jean Couy expose de manière régulière dès 1954.
Alors là, vous pouvez peut-être vous faire une idée si on est plutôt chez Malevich ou Kandinsky, chez Jean Couy. Alors à partir des années 60, Jean Couy fait une incursion dans le registre abstrait. Ce sera probablement une étape nécessaire pour s'émanciper de la ligne, qu'il maîtrise à la perfection dans ses gravures. On voit que la couleur va évoluer de manière autonome et la gamme chromatique reste la même, toujours tournée vers celle du paysage. Vous avez ici une œuvre très abstraite qui nous représente un soleil, en tout cas l'impression d'un soleil. Et vous voyez cette couleur terre d'Ossienne utilisée en arrière-plan de cette œuvre. Donc cette palette va constituer un des éléments les plus personnels du style de Jean Couy. Peut-être que Soleil Noir c'est encore plus évocateur. Vous voyez, là on a affaire à une huile sur toile qui intègre une gravure, on est en 1966. On voit que la palette là, de l'artiste a une sonorité vraiment qui lui est propre et qui confère à ses toiles un sentiment assez mélancolique. C'est probablement parce que les teintes froides y dominent. Souvent dans les critiques de presse qu'on peut trouver, beaucoup d'historiens aiment faire le parallèle entre les œuvres de Jean Couy et la musique. J'ai trouvé certains qui disaient si on devait transposer les œuvres de Jean Couy en musique, il jouera en tonalité mineure, qui sont plus de l'ordre de la nostalgie, de la mélancolie en tout cas pour cette période. Alors je ne pense pas que Jean Couy s'embarrassait de cette distinction entre la peinture figurative ou non, pour être honnête. Je pense que ce qui compte chez lui, c'est l'atmosphère qu'il a émanée de ses compositions, toujours très éloignée du concept, et en privilégiant l'émotion qu'il veut communiquer au spectateur. Alors ces deux œuvres permettent de comprendre comment Jean Couy a pu être tenu à l'écart aussi bien des purs abstraits, qui ne pouvaient pas forcément admettre l'inspiration bucolique de ces tableaux, que par le plan des figuratifs, opposés forcément catégoriquement à la formulation d'une pensée en peinture par des moyens spécifiquement plastiques. Tout va bien ? Alors c'est en tenant compte de toute l'œuvre de Jean Couy, gravure, dessin, peinture, que l'on peut vraiment saisir le cheminement de l'artiste. Alors que dans les années 50, on voit plutôt une certaine rigueur qui est liée à la pratique du burin. C'est à la fin des années 60, notamment via la pratique de l'eau forte, que l'artiste va prendre conscience des possibilités d'interaction entre les deux disciplines. Alors l'eau forte, peut-être que c'est pas forcément clair pour tout le monde, là ça nous renvoie à des termes liés à la gravure. Je vous ai expliqué quand on parle de burin, c'est plutôt la gravure sur cuivre. La technique de l'eau forte est une technique également qui utilise le métal. Je vais essayer de résumer de manière assez simple. Pour faire une eau forte, vous prenez cette petite pièce de métal que vous allez graver. Mais avant de la graver, on enduit cette pièce de métal d'un vernis. Et c'est le vernis réellement qu'on va gratter, qu'on va venir gratter avec le burin. On immerge la plaque de métal dans un bain d'acide. Donc la partie qui aura été vernie est protégée de l'acide forcément, et celle qui aura été grattée va être beaucoup plus attaquée. Donc l'artiste peut revenir plusieurs fois sur cette pièce de métal en y réajoutant un vernis et en regrattant derrière. Donc ça permet des effets de couleur aussi qui sont assez intéressants au moment de l'impression. Alors vous verrez que la rupture entre gravure et peinture n'est jamais très nette. Elles évoluent conjointement et à chaque époque, elles entretiennent des rapports étroits. Alors nous voici en 1974. On n'y va pas de course là dans notre histoire. 1974, et cette œuvre est intitulée Jeu romantique avec gravure. Et Jean Couy fait ici intervenir une gravure directement dans la toile. Donc l'artiste nous présente la vision nocturne d'un paysage imaginé, toujours à la limite de l'abstraction. La toile est divisée en deux segments, reliés par la gravure, dont la partie supérieure paraît s'estomper dans le noir de l'arrière-plan. Normalement, je vous ai fait un petit focus sur la gravure là, pour que vous voyez mieux. Alors, vous voyez que sur cette estampe, sur cette gravure, le paysage est traité avec beaucoup de liberté. Ce sont des arabesques, c'est très rond. Donc, le haut de la gravure qui s'efface un peu dans le haut de la toile. On se demande quand est-ce qu'elle s'arrête, cette estampe. Et tout ça s'oppose quand même au côté beaucoup plus organisé, millimétré ici de la peinture. Donc l'artiste joue ici forcément du paradoxe entre les deux genres. Je vous ai dit, la gravure, c'est plutôt l'exécution lente et minutieuse, qu'on oppose volontiers à la peinture, qui est plutôt d'une exécution libre et rapide. Mais ici, on a le sentiment que c'est l'inverse. Alors ce paradoxe va lui permettre
Des jeux de lumière qui procurent à l'œuvre ce climat insolite, un climat presque digne de conte de fées. On pourrait parler de délimitation du passé, du présent, un sentiment fugace et imprécis du souvenir qui peut se présenter à nous à différents moments et sous différentes formes. Alors, comme de son habitude, la perspective disparaît au profit de plans écran. Vous voyez qu'on a des éléments qui arrivent presque en surimpression. Alors, ces éléments en surimpression font penser aussi au procédé photographique, finalement, et que Jean-Couy va utiliser dans sa démarche. Les photos, il en prenait beaucoup. J'ai pu échanger avec un ancien élève de Jean-Couy du lycée Lacan à Lasso. Forcément, je lui ai posé la question quel genre de prof était Jean-Couy. On a tous envie de savoir, on a tous été marqués par des profs quand on était enfant. Jean-Couy avait l'air d'être un prof assez intéressant et intéressé dès lors que les élèves posaient des questions. Sinon, ce qui retranscrit plutôt dans l'attitude, c'est que Jean-Couy donnait un sujet à ses élèves et passait énormément de temps à classer ses diapositives. Donc c'était des diapositives de photos qu'il prenait lors de ses virées. Alors vous voyez ici, pour revenir à cette pièce, que c'est difficile de trouver un registre pour catégoriser Jean-Couy. Alors c'est pas de l'abstraction, parce qu'on imagine facilement cette forme qui fait penser à un arbre, mais tous ces motifs géométriques qu'on a en contrebas, là, sont pour le coup très abstraits. Au cours des années 60 à 80, on voit ce questionnement impressionniste abstrait apparaître dans l'œuvre de l'artiste, comme ici avec la Mandragore, datant de 1973. Alors ce que Jean-Couy va introduire dans ses paysages et qui semble totalement nouveau, c'est ce sentiment subjectif qui communique au spectateur par cet étonnant jeu de perspective et d'aplat. Le travail des plans, les collages d'images font que même si le motif principal est bien la nature, celle-ci n'a plus rien de réel. Donc la toile est encore une fois ici séparée en deux parties distinctes. Le titre, comme les arabesques végétales, nous informe qu'il s'agit de l'évocation de cette plante ésotérique. Alors celle-ci est représentée par une ligne ocre qui vient imiter en quelque sorte une entaille qui aurait pu être faite avec directement le manche du pinceau dans l'huile. Ce n'est qu'une imitation. Et vous voyez qu'en contrebas, dans la partie inférieure, on retrouve les motifs chers à l'artiste. La fenêtre à gauche, avec une sorte de rideau. Le losange, toujours prétexte à l'utilisation de ce rouge éclatant, et le cercle. Alors ces motifs évoluent dans un espace très minéral, fait d'empattement et de cisailles en quelque sorte, dont l'ocre pourrait faire penser à du sable. Alors pour le coup, dans cette partie basse, il s'agit bien du manche du pinceau qui est utilisé pour graver dans la toile. Alors qu'en haut, c'est une sorte de... Voilà, c'est plus simulé. Alors là, je suis vraiment déçue de la reproduction de cette pièce. Je m'en excuse. Voilà, les grands arbres. Je tenais à vous la montrer parce qu'elle est vraiment assez chouette. Je vous invite à... Peut-être l'association des amis de Jean-Couy nous diront quand est-ce qu'est la prochaine exposition. Parce que c'est une pièce qui est assez... Bon, déjà, c'est intéressant parce qu'on est vraiment là typique de l'impressionnisme abstrait. Alors, il faut que vous imaginiez des couleurs beaucoup plus puissantes et beaucoup plus éclatantes. La première fois que j'ai été confrontée à cette œuvre-là, ça m'a tout de suite fait penser à Rothko. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. Alors, il fait des huiles, vraiment pareil, on a une tripartition de la toile, et quand on est face à un Rothko, c'est un petit peu comme quand on est face à un Jean-Couy, on se demande où est cachée la lumière derrière le tableau. Il y a quelque chose d'irréel, quoi. C'est vraiment ça rayonne. On va peut-être pas passer trop de temps sur cette pièce-là. On en reparlera à un autre moment. Alors s'il y a un fil conducteur dans toute l'œuvre de Jean-Couy, c'est celui vraiment incarné par sa quête de la lumière. Vous avez vu que les œuvres que je vous ai présentées là sont des scènes qui ont toujours lieu de nuit. Donc la nuit, c'est le territoire du rêve, le territoire des possibles. Et dès les premières années, l'artiste va peindre des lampes, des lanternes magiques. Dans les années 70, il va dépeindre ses paysages avec une luminosité incertaine où aucun repère n'est donné au spectateur. Aucun repère quant au moment de la journée représentée. Ce sera le cas notamment avec cette pièce-là, Échappée insolite, qui date de 1974. Le support pictural permet à l'artiste d'aborder la lumière de manière plus complète. Je regarde la couleur, il faut imaginer un orange beaucoup plus intense. Voilà, c'est important de voir ça. Donc voilà, le support pictural lui permet d'aborder la lumière de manière plus complexe, donc la peinture forcément,
de par le traitement du ciel qui va conférer au style de Jean-Prie un caractère métaphysique évident. Donc face à cette pièce, échappée insolite, il nous est impossible de restituer le moment auquel on se situe. On se retrouve véritablement entre l'aube et l'aurore, entre le sommeil et l'éveil, en plein territoire du rêve. Donc les visions que nous offre l'artiste sont à la fois rêvées, imaginées et vécues. C'est vraiment le propre de l'impressionnisme abstrait. Donc dans cette œuvre, nous sommes face à une scène qui est divisée en 3 espaces distincts, toujours. La partie inférieure est constituée d'une trame, où évoluent de manière plus ou moins libre des losanges et des ronds. Alors, il y a malgré tout ce losange qui vient faire le lien entre les deux parties, qui est très décoratif. À la première lecture, on a le sentiment d'être face à une œuvre abstraite. Ce n'est qu'ensuite qu'on aperçoit l'ombre de ces brins d'herbe dans la partie supérieure, qui nous renvoie à la vision plutôt d'un paysage. La vision d'un paysage, mais probablement plus l'émotion qui va être suscitée par l'artiste, par la vue de ce même paysage. Nuit Boissiérette, je crois qu'elle est disponible, le visuel sur la petite table de merchandising, il y a une carte postale, je ne dis pas ça pour vous la vendre, mais c'est que la qualité est vraiment très bonne sur cette carte postale. Vous verrez, donc pareil, imaginez une couleur beaucoup plus intense, un rouge orangé véritablement éclatant. Donc ce nom-là, Boissiérette, fait référence directement à la maison de Bissière dont je vous ai parlé. Boissiérette, c'est la maison de cet artiste qui était dans le Lot. On a encore une fois un cloisonnement, une division en 2 parties de cette peinture. Ces motifs géométriques, cette présence du M, toujours, bien encadré. On ne sait pas s'il s'agit de couches stratigraphiques, pour y faire penser. La vue d'un paysage, l'ombre de buissons en arrière-plan et ce carré d'un orange puissant fait orné de motifs d'arabesque. Alors bien sûr, là, je ne vais pas vous dire quoi y voir dans ce carré, chacun y voit ce qu'il veut. J'aime à y voir une danse. Ne me demandez pas pourquoi. « 1973. Vous voyez qu'on a affaire à 2 pièces quasi contemporaines. Je vous disais en entrée de jeu que Jean-Prie n'était pas du genre à s'enfermer dans un style, parce que là, ça saute aux yeux. Donc retour quand même à des images plus figuratives dans cette toile, intitulée Arlequinade, datant de 1973. On est une période... excusez-moi, alors cette pièce reprend toute une série de motifs qu'on a pu voir dans la première partie de notre commentaire. Vous voyez tous ces médaillons où sont représentées différentes scénettes dévoilées par des rideaux. C'est le rideau de la fenêtre, mais ça peut aussi bien être le rideau du théâtre. On voit qu'en haut de la composition, on a la présence d'une lune. Nous sommes encore de nuit, mais qui vient répondre. C'est une pièce qui est très agencée. Si vous tracez des diagonales, des horizontales, tout est très bien millimétré. Et cette lune vient répondre à ce rond plutôt rouge qui pourrait évoquer un soleil au bas de la toile. Alors vous avez la vue d'un paysage qui fait face à un petit soldat de plomb, en haut à droite. En bas, la présence très stylisée d'une architecture, un château. Peut-être une référence à ces fameuses images d'Épinal. En bas de ce château, ces lignes horizontales de différentes couleurs qu'on retrouvera un peu plus tard dans son œuvre, qui peuvent faire penser à des chemins. Alors le chemin, il est incarné également par ces petits pointillés qu'on retrouve un peu partout. C'est les petits pointillés, on peut être un enfant avec les doigts faire le cheminement d'une scénette à une autre. Alors l'ovale rouge qui est en haut de la pièce est assez énigmatique. Il pose problème. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il s'agit d'un portrait un peu façon camé? Est-ce qu'il s'agit d'une serrure? On avait pensé la clé des rêves. Ou est-ce qu'il ne s'agirait pas du motif de la psyché, vous savez, ce miroir devant lequel le comédien va se préparer avant d'entrer en scène? Alors, libre à vous d'y voir l'interprétation qui vous convient. Peut-être vous laisser un peu plus longtemps dans cette... J'ai promis à Nick, je suis une pile, j'ai promis de... Très bien. Donc à la fin des années 70, Jean-Prie prend sa retraite. Il semble parvenir dès 79 à un langage plastique qui va être imprégné d'une lumière qui, cette fois-ci, n'a plus rien de réel ni de naturel. Cette lumière va plonger le paysage dans une dimension qui semble plus de l'ordre de l'hyper-réalité que de l'irréel. En brise matinale,
nous dévoile ici une vue de paysage qui est délimitée en haut et en bas par une frise faite d'arabesques. Le ciel que l'on entrevoit en fond irradie la scène d'une lumière rouge-orangée. Un éclat de lumière, constitué du spectre de l'arc-en-ciel, vient se greffer au centre de la toile, comme le ferait celui d'un éclat de lumière sur une vitre. Le parti pris d'insérer un cadre aux deux extrémités de la toile est très intéressant. En fait, il va délimiter la vue d'un paysage, un petit peu comme si on regardait au travers d'une fenêtre. Il recentre aussi le regard vers l'éclat lui-même, qui puise toute sa puissance dans le centre de la toile pour se propager dans l'ensemble de la composition. Cet éclat devient autonome, un peu comme un spectre. On pourrait imaginer un peu l'allégorie de la nature, ou en tout cas de l'âme de la nature. Il donne toute son âme et toute sa richesse, véhiculée par une palette chatoyante et très lumineuse. On retrouve le motif végétal d'arabesque qu'on avait dans Mandragore, qu'on avait également dans Nuit de Boissirette. On retrouve l'utilisation ici aussi du spectre lumineux, mais qui va être schématisé ici plutôt à l'extrême, sous la forme de bandeaux dans Nostalgie du soir, de 1982. Alors cette œuvre fait partie d'une série que Jean Couy va réaliser entre 80 et 82 et qui constitue une nouvelle étape dans la progression de l'artiste. Cette huile nous présente un paysage sur lequel vient se greffer une série de flacons en lévitation. L'univers de l'œuvre frôle ici l'insolite, alors que dans la partie supérieure de la toile, un autre paysage nous est dévoilé, mais cette fois-ci beaucoup plus sombre. La partie inférieure qui occupe les 3/4 de la composition est plongée dans une lumière du soir qui vient se répercuter directement sur les flacons. Alors l'artiste a tout à fait intégré ses recherches sur la lumière qui à présent inonde le ciel, lui procure un aspect irréel, instable, et qui vient s'opposer au caractère fixe et hors du temps de ces flacons. Les contours sont très nets, très définis des flacons et font penser aux œuvres des surréalistes. Il y a un petit peu quelque chose de l'ordre de Magritte dans cette pièce-là. Peut-être dans la mesure où ces flacons font là, pour le coup, dans la façon dont ils sont traités, vraiment partie du domaine de l'immatériel, presque du rêve. Alors l'artiste, avec cette série de flacons, alors vous avez ici des bouteilles, on retrouvera également le motif du compotier dans l'œuvre de Jean Couy. Donc je pense, pour moi, le fait d'utiliser ces objets plutôt de la vie quotidienne, justement, la démarche de Jean Couy, c'est ça, c'est peut-être réussir à faire ressortir toute la poésie qui émane des objets de notre quotidien. Un flacon, une bouteille, un compotier, c'est d'une simplicité, voilà, on en a tous dans les maisons. L'idée aussi, c'est de faire ressortir cette poésie de ces flacons et de ces objets du quotidien, en opérant une méditation plutôt sur la forme, sur la couleur, et ici en négligeant totalement la matière de l'objet représenté. On voit bien que Jean Couy ne s'intéresse pas au rendu des matières, il s'intéresse plus à l'effet des nuances de couleurs. Le propos là n'est pas de reproduire une série de flacons, mais bien d'atteindre un état d'harmonie de la peinture. Alors ces objets ont quelque chose d'étrange, cette étrangeté tient du fait qu'ils flottent vraiment dans l'espace, ce qui procure à l'œuvre ce sentiment d'inquiétante étrangeté. Ils sont à la fois présents et absents, par leur isolement de toute réalité environnante. Alors vous voyez ces allées qui sont placées dans le halo lumineux, à droite. Ces allées viennent renforcer ce climat d'étrangeté. Est-ce qu'il s'agit du symbole du chemin vers le rêve? Est-ce qu'il s'agit d'un rêve éveillé? C'est bien possible. Alors Jean Couy, avec cette série, a tout à fait intégré les leçons du surréalisme. D'ailleurs, il fut parfois rattaché à ce courant par les critiques d'art d'après-guerre. Alors là, il parvient à aborder l'insolite en deux temps réels d'un certain éclairage, qui en change totalement le sens. Alors, parmi les toiles que j'ai pu voir de Jean Couy, c'est vrai que le traitement du ciel est vraiment très important. Quand vous avez affaire à une pièce in situ, une vraie peinture accrochée sur un mur, vous y passez plusieurs heures, vous verrez qu'en fonction de l'éclairage du soleil, les couleurs du tableau changent. C'est souvent le cas parmi les meilleurs artistes, ceux qui maîtrisent cette technique du ciel, comme Jean Couy. Différent encore. Donc la production des années 80 permet à Jean Couy d'aborder une problématique de plus en plus tournée vers le métaphysique. Alors l'aisance avec laquelle l'artiste parvient à tendre la lumière, que l'on dirait venue d'ailleurs, procure à ses toiles un sentiment qui échappe à l'entendement,
qui échappe au raisonnement et à la logique. Lorsqu'on se place devant rendez-vous dans un parc, on se rend compte de cette technique dont je vous parlais, cette technique que maîtrisait Jean-Louis dans le traitement des ciels. Le sujet ici traité est encore une fois la lumière. Elle est retranscrite au travers d'une peinture inspirée du paysage, toujours dans ce style qui frôle l'abstraction. L'œuvre est traitée de manière frontale, tout effet de perspective est aboli, au profit d'une composition sous forme de bande horizontale. Peut-être qu'il s'agit de chemin, toujours, avec ces petits chemins de traverse. Alors là, le fond est noir, vous voyez peut-être une différence. Dans le noir, aux deux extrémités, on a, en haut et en bas de la toile, on a deux bandeaux noirs profonds, qui viennent opérer un contraste assez fort, justement avec les couleurs très lumineuses de la toile. Alors bien que la source lumineuse émane du ciel, elle se diffuse dans l'ensemble de la composition sous forme d'éclats, dont les reflets envahissent la partie inférieure, traitée en aplat. Vous voyez ici et là quelques petits reflets posés sur le vitre. Alors les œuvres de cette dernière décennie témoignent d'une démarche bien personnelle. Jean-Louis reprend les leçons des avant-gardes du début du XXe siècle, que ce soit l'impressionnisme ou le surréalisme, et les réactualise avec des problématiques très contemporaines. On voit bien qu'au début des années 70, l'accent était mis sur des effets de perspective, mis en avant par l'éclat, le jeu de nuances. L'artiste joue à présent sur cette perspective de l'espace qui ne se compose plus que de bandeaux. Les allées, qui apparaissent de manière timide dans les années 70, prennent à présent tout leur sens et toute leur importance. Elles viennent séparer la toile en plans horizontaux. L'œuvre tend à devenir de plus en plus épurée. On peut penser qu'en 83, date du décès de l'artiste, celui-ci est parvenu à achever l'histoire qu'il avait racontée. Donc, si l'œuvre de Jean-Louis représente un apport non négligeable à la peinture de paysage, elle en constitue également une réponse très pertinente aux différentes crises soulevées dans l'art au XXe siècle. Donc, la production de l'artiste met un terme au querelle entre modernistes et traditionnalistes, avant-garde ou arrière-garde, dira-t-on, à travers une œuvre qui ne rejette ni les apports des grands maîtres de la Renaissance et du XIXe siècle, ni les innovations picturales de ses contemporains. Dans ce profond souci de liberté face aux institutions qu'il avait, et liberté face au marché, il apporte une réponse neutre à ces débats. En rappelant aux amateurs que l'art, qu'il soit conceptuel ou du domaine du lyrisme, se doit de véhiculer une émotion de l'ordre du ressenti. C'est ce qui est le plus important. Cette importance du ressenti ne peut passer que par le travail, pour Jean-Louis, la maîtrise de la technique, qui paradoxalement doit se faire de manière naturelle, sans passer par une quelconque institution qui en dicterait les normes. Donc je terminerai cette intervention avec un passage de Raymond Cogna, qui était critique d'art pour Le Figaro, et il écrit en mars 1959. Jean-Louis ne reproduit pas les formes, mais les suggère avec une telle intensité qu'on ne peut refuser de les reconnaître. Il faudrait réinventer pour lui le mot impressionnisme, car ce qu'il peint sont des impressions, des sensations, mais avec une technique qui n'a rien en commun avec ce que cette étiquette rappelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Un peu la parole pour remercier effectivement Aurélie, et au nom de l'association, je remercie Aurélie, même si ça ne satisfait pas les demandes de tout le monde. Et pour la remercier, on va lui offrir un Jean-Louis. Voilà. Alors, il y a le sac qui va avec. C'est pas un sac de chez lui. Et remercier à l'occasion encore une fois Amélie Corr qui permet de faire ce genre de discussion. Et alors, est-ce que vous voulez la voir? Bah oui. Le titre, c'est Les images. Alors, vous voyez les couleurs. Là c'est les vraies couleurs, je crois. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci Aurélie, merci encore une fois Amélie Corr. Des gens qui donnent envie, c'est bien. C'est avec ça qu'on peut progresser. Donc merci. Et ensuite, on va peut-être passer à l'inauguration de